Bonjour tout le monde, ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. On va voir ensemble comment on peut éviter les bugs avant même de lancer le code. Alors, on va pas tout régler, il ne faut pas rêver, mais on va pouvoir clairement en éviter. Alors, spoiler alert, on va utiliser des types pour y parvenir. Avant de commencer, je me présente très rapidement. Moi, c'est Bruno, je suis père de 2 garçons, ça fait 14 ans que je fais du dev, et je travaille actuellement chez Cinch. Si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est grâce au tremplin bordelais, qui est organisé par Craft Records, BDX.io et Agile Tour Bordeaux. Ils aident les participants à préparer leur première conférence. Le déclic pour cette présentation vient d'un article qui m'a marqué. Alexis King y résume le Type-Driven Design en une phrase. Parse, don't validate. J'ai vu pas mal de bugs passer et je me suis rendu compte que beaucoup d'entre eux pouvaient être évités grâce à cette simple phrase. Mon objectif est que vous repartiez avec une nouvelle façon de coder, plus fiable et plus claire. L'article est illustré en Haskell, mais pas de panique, je vais vous le présenter en Python, histoire que ce soit plus accessible. Alors on attaque, on va plonger dans du code, alors restez concentrés. On commence avec une fonction toute simple, qui retourne le premier élément d'une séquence générique. Alors vous voyez, j'utilise des annotations de type là, ici. C'est optionnel en Python, mais c'est justement le sujet de la présentation, alors je vais en abuser. En appelant cette fonction, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Évidemment, si on lui passe une liste vide, ça plante. Le premier élément n'existe pas. Le problème, c'est que la fonction est partielle. Elle ne prend pas en compte toutes les entrées possibles. Ce qu'on voudrait, c'est la rendre totale. Et au contraire, une fonction totale, c'est une fonction qui prend en compte toutes les entrées possibles, sans planter. Et pour la transformer en fonction totale, il y a 2 options, et on commence tout de suite par celle qui paraît la plus évidente. Première solution, on gère le cas de la séquence vide en retournant none. À l'exécution, on passe une liste vide, on obtient none, il n'y a plus d'erreur. Voyons ce que ça donne dans un exemple concret. On va prendre notre fonction dans un petit programme qui va récupérer le premier répertoire de configuration. Dans ce petit programme, il y a 2 autres fonctions qu'on va voir rapidement. getConfigDirectories retourne une séquence de chemin. Elle prend une variable d'environnement, la transforme en liste de chemin. Si elle est vide, lève une exception, sinon retourne la liste. Et l'autre fonction est le main, le point d'entrée de notre programme, qui va utiliser head pour récupérer le premier répertoire de la liste. D'après la signature de head, il y a 2 cas possibles. Soit ça retourne none si la liste est vide, mais ce cas ne devrait pas arriver puisqu'on l'a déjà vérifié juste avant. Soit elle retourne un répertoire, et dans ce cas-là, le programme continue normalement. Et voilà, l'exemple s'arrête là. Qu'est-ce qui cloche dans cette approche? Le premier souci, c'est qu'on se retrouve à vérifier le retour de head à chaque fois qu'on l'appelle. C'est répétitif, on a de la duplication de code, et dans des cas plus complexes, ça peut même impacter les perfs, surtout dans des boucles. Mais le point le plus important, c'est que ça ouvre la porte à des bugs. Et on va voir tout de suite comment. On reprend notre exemple avec la même duplication et on va imaginer que quelqu'un modifie getConfigDirectories pour supprimer la première vérification et en oubliant de modifier main. Ici, c'est très simple, ça rentre dans nos têtes, mais dans un vrai projet, le code qui vérifie les données peut être très loin de celui qui les utilise. Donc un oubli est vite arrivé. Du coup, dans le main, le cas impossible de tout à l'heure devient possible. Et tant que la variable d'environnement est bien définie, il n'y a pas de problème.
Mais comme dit la loi de Murphy, tout ce qui pourrait mal tourner finira par mal tourner. Le bug peut arriver dans 3 mois ou dans un an, à un moment où tout le monde aura oublié pourquoi c'est fait comme ça. Alors comment on peut éviter ce genre de problème? Plutôt que de vérifier après, on va contraindre avant directement sur la valeur d'entrée. Et on en vient à notre solution 2. Dans cette solution, on introduit un nouveau type, non-empty tuple. Techniquement, c'est un alias pour un tuple avec un élément, puis 0 ou plus autres éléments. En gros, c'est un tuple qui ne peut pas être vide. Cette astuce me vient de l'article qui est affiché sur la slide. Vous aurez un QR code à la fin si ça vous intéresse. Le head n'a plus besoin de vérifier puisqu'il prend directement un objet non vide en paramètre. Alors, en Python, on peut quand même passer un tuple vide au runtime, il n'y a pas de vérification, on retrouve l'erreur du début. Mais on va résoudre ça en utilisant un outil qui vérifie le code statiquement en analysant le code source. Ici, on utilise MyPy qui dit que le tuple vide est incompatible avec non-empty tuple. Et ce retour peut vous être fait immédiatement par votre IDE, ce qui réduit énormément votre boucle de feedback. Donc on va prendre cette nouvelle version de head et on va reprendre du coup notre exemple sur les répertoires et voir ce que ça change. GetConfig directories fait presque pareil, sauf qu'elle retourne un non-empty tuple. Et aussi, elle utilise une fonction isNonEmpty qui garantit que le tuple est non vide. TypeGuard dit à MyPy que si la condition est vraie, alors le paramètre est bien de type non-empty tuple. Le main devient super simple. Le canon n'existe plus, le bug de tout à l'heure ne peut plus arriver. Et si on essaie de faire autrement, le typage nous protège, les outils vont nous dire que ça ne va pas. Pour résumer, on avait une fonction qui est plantée sur une séquence vide. On a d'abord géré le cas en retournant none, ce qui nous a amené des vérifications redondantes et un risque de bug. Ensuite, on a plutôt interdit la séquence vide en ajoutant un nouveau type. Et là, une seule vérification suffit et le typage nous protège. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement parse don't validate? C'est ce qu'on a fait dans la solution 2. On a parsé une variable d'environnement en un type particulier. Et pour bien comprendre, je vais vous montrer un dernier exemple. On va utiliser l'approche validate pour envoyer un message à un numéro de téléphone. Donc on a une fonction de validation qui vérifie le format du numéro. Ici, c'est vraiment très simple, n'envoyez surtout pas ça en production. La fonction d'envoi, elle prend un numéro de téléphone en chaîne de caractères. Il y a du code défensif pour vérifier son format avant d'envoyer. Avant que l'exception arrive, il se pourrait qu'il y ait eu déjà un appel API ou la publication d'un événement ou autre effet de bord. Et ce genre de cas, c'est assez difficile à gérer. Et c'est dommage car on aurait pu éviter ça grâce à l'approche parse. Et voyons tout de suite comment. Donc dans la version parse, on introduit un nouveau type, valid phone number. Alors ici, j'utilise new type parce que ça rentre en une ligne, c'est très simple. Mais ça pourrait très bien être une classe ou un autre type. La fonction de validation devient une fonction de parsing. Elle retourne un objet de type numéro de téléphone valide. Et la règle métier sur le format du numéro est représentée par ce type. À l'envoi, plus besoin de vérifier. Au lieu d'une simple chaîne de caractères, on a un vrai type métier qui en dit beaucoup plus et qui garantit que le numéro de téléphone est valide. L'exception a été déplacée dans la fonction de parsing qui pourrait être appelée en dehors de votre logique métier. Et si vous faites du DDD ou de l'architecture hexagonale,
parsé en dehors de votre domaine métier. Le message est une chaîne de caractères, et il pourrait très bien y avoir des règles métiers qui s'appliquent également à cet objet, donc créons aussi un type message. Je n'ai pas mis ici la fonction de parsing, mais on peut imaginer qu'elle vérifie sa longueur ou son encoding, par exemple. Ce qui est important de comprendre, c'est que les types conservent l'information sur les règles métiers. Si j'utilise un valid phone number, je sais qu'il contient uniquement 10 chiffres, contrairement à une chaîne de caractères où je vais devoir vérifier si je veux être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Alors, avant de conclure, regardons cette fonction très mal nommée, qui est capable de nous dire ce qu'elle fait rien qu'avec sa signature. C'est un peu compliqué. Alors, on va ajouter des annotations de type pour voir. Avec des types primitifs, c'est pas beaucoup mieux. On n'arrive pas vraiment à comprendre ce qu'elle fait. Donc, utilisons des types métiers. Et là, rien qu'avec les types, on peut comprendre que cette fonction envoie un message à un numéro de téléphone. Les types métiers donnent du sens à votre code autant que le nommage des variables ou des fonctions, par exemple. Et c'est encore mieux si vous utilisez l'Ubiquitous Language de DDD pour avoir le même vocabulaire que vos utilisateurs. Pour conclure, vérifiez qu'une seule fois vos données à l'entrée, en dehors de votre domaine métier. Ça évitera bien des erreurs plus loin dans le traitement, surtout s'il y a des effets de bord. Typez vos données pour conserver l'information sur leur validation. Ça aidera tout le monde à comprendre ce qu'on manipule. Utilisez des types métiers qui ont du sens et évitez les types primitifs de votre langage. Résultat, moins de bugs, des erreurs détectées avant même d'exécuter le code, et aussi une boucle de feedback immédiate que vous aurez avant même vos tests unitaires et bien sûr avant les bugs en production. C'est ça le vrai gain, c'est un code plus fiable et plus clair. Avant de terminer, je voudrais remercier tous les bénévoles et les sponsors qui permettent à l'AG Tour de Bordeaux d'avoir lieu aujourd'hui. Et également, il y a le forum des partenaires tous les après-midi à la cafétéria pour discuter avec les sponsors. C'est l'occasion d'échanger sur vos expériences ou de faire du networking. Merci de votre attention et merci au Tremplin Bordelais de m'avoir permis de faire cette présentation et à Anaïs de m'avoir coaché. Les slides sont en ligne, il y a un QR code qui permet d'y accéder. Vous trouverez les liens vers les articles dont j'ai cités et aussi voilà, un lien pour me contacter ou pour me faire un retour avec Open Feedback. Voilà, merci.